Allez, ça enregistre super. Donc du coup, oui, le but aujourd'hui de ce petit cours avec vous, ça va être de découvrir ce qu'il est possible de faire avec Unreal en mode vraiment débutant, vraiment basique sur tout ce qui est enfin, création comme ça d'une scène qu'on peut peupler avec des petites IA. Alors c'est des IA qui sont pas particulièrement très poussées, c'est des blueprints très simples, mais ça permet déjà d'avoir un premier pas sur une certaine logique de compréhension. C'est des IA qui vont sur une zone donnée, donc sur un navigation mesh, pouvoir se déplacer de manière autonome. Donc en gros là, si je mets un petit stop sur la simulation, j'ai un blueprint. Donc ce blueprint, on va le chercher, il est là. On la drop. Donc il y a juste ça à faire. On la drop, on la drop. En fait, toute la zone verte qu'on voit là, alors je peux l'activer avec le raccourci P. C'est ce qu'on appelle un nav mesh bound volume. Donc en fait, vous voyez, c'est un volume comme ça qu'on peut scale. On peut l'appeler depuis ici le panneau Place Actor. Donc si vous n'avez pas le panneau, ici on clique sur Windows Place Actor. Et vous voyez, vous pouvez positionner une zone. Cette zone, en fait, elle détecte à quoi ressemble un peu le relief. Vous voyez que si je déplace un bloc, elle se met à jour en direct. On peut en assembler plusieurs aussi. Vous voyez, je peux la dupliquer pour avoir plusieurs zones. En fait, les IA sont capables de détecter et de se déplacer dans cette zone-là. Donc là, si je scale un petit peu tout ça, on peut avoir des pentes. Donc là, par exemple, si je vais, alors hop, là, faut que je scale. Hop. Mais là, vous voyez, par exemple, il y a une petite inclinaison. Et donc, les IA sont capables à un moment de suivre ce chemin-là. Là, vous voyez, si je fais play, ben, nos IA, elles se déplacent. Et elles ont en fait elles ont des comportements qui sont assez simples. En gros, elles peuvent soit attendre, donc elles restent sur place et elles chargent une animation de idle, donc idle c'est quand elles attendent. Soit elles peuvent choisir un point dans le nav mesh et marcher jusqu'à ce point. Soit elles peuvent courir jusqu'à ce point, qui est dans un radius un peu plus grand. Si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble, donc c'est un blueprint. Dans ce blueprint, on a le modèle 3D du personnage qui est chargé, donc avec un skeletal mesh ici, du coup ben, le composant character movement. Donc c'est la capsule qu'on va créer ensemble. Donc il n'y a rien dans le construction script et on a ici un event graph. Alors dans Unreal, ce qui est vraiment important de préciser, c'est qu'en fait il y a plusieurs manières de faire les choses. Moi là, je vais faire mon IA en utilisant juste du blueprint parce qu'au moins ça reste très simple en termes d'interface. Je vais pas utiliser d'animation blueprint, je vais pas utiliser de behavior tree. En fait, en gros, Unreal est vraiment complexe et on peut vraiment aller très loin. Je veux dire, les personnes qui font les IA, qui animent les foules pour les jeux, pour les films, c'est un métier à part entière, hein. Donc, il y a bien évidemment plusieurs manières de faire. Moi, c'est la version vraiment débutant introduction qui s'adresse plutôt aux personnes qui n'ont pas encore l'habitude de trop manipuler les blueprints du coup je limite un peu la chose, même si c'est pas un blueprint qui va être parfait. Ça permet quand même de meubler un peu la scène et de peupler un peu la scène. Et ça évite d'avoir à gérer un type de blueprint différent avec l'anime blueprint, un behavior tree. Donc le behavior tree c'est un arbre de comportement. Moi mon arbre de comportement je vais plutôt plus ou moins le gérer ici avec des custom events. Donc voilà, c'est pas voilà, gros disclaimer hein, pour ce que je vais présenter aujourd'hui. On peut aller plus loin, on peut aller dans du plus complexe, on peut aller dans du mieux fait, etc. Ça s'adresse encore une fois, c'est plus pour sensibiliser un peu à ce qu'on peut faire et parler un peu à des débutants. Donc là, normalement, il me semble on n'a pas trop vu en cours ensemble ce que c'était justement les blueprints, hein. Vous pouvez me confirmer dans le chat. Euh, mais il va falloir un peu qu'on parle de qu'est-ce que c'est une fonction, qu'est-ce que c'est un événement, qu'est-ce que c'est une fonction pure. Il y a les petits nodes là que moi j'appelle des nodes d'aiguillage qui sont des nodes en fait de type switch, branche, séquence, etc. Tout ça c'est un peu du charabia si on est au tout début, mais je vais me servir un peu de ce cours pour clarifier ça et créer, vous voyez, un système simple où ici en fait en gros j'ai une boucle de décision. Donc je lance mon jeu, donc événement, le jeu commence.
j'ai un custom, donc un événement qui va décider en fait, qui va initialiser mon IA, qui va lui dire décide ta prochaine action. Je vais arriver à la décision de la prochaine action. On va jeter en gros un dé. Là, vous voyez, on a un switch ici. Donc un switch, en fait, c'est un nœud qui a plusieurs sorties et qui choisit une sortie parmi ce qu'il est possible. On va choisir du coup, il y a un dé, en gros, il y a un dé virtuel qui est lancé qui choisit un nombre entre 0 et 4. Si on a fait le résultat 0, ben, on tombe sur idle, donc l'IA elle lance la boucle idle. Et vous voyez que la boucle idle ici, c'est je joue une animation d'idle et j'attends un certain temps. Et ensuite, je décide ma prochaine action, auquel on pourra ajouter peut-être un peu d'aléatoire aussi là-dedans. Ou je marche en roam. Donc là, vous voyez, c'est une autre boucle où on définit une vitesse de déplacement pour notre IA. On lui fait jouer une animation de marche et on la fait se rendre à un point. Ensuite, une fois, soit elle réussit à aller à ce point, et dans ce cas-là, elle se met à attendre un petit peu, et elle choisit sa prochaine action, donc elle revient ici dans sa boucle de choix. Soit elle n'arrive pas à rejoindre la destination, et dans ce cas-là, elle se met en attente aussi en idle, et elle recommence encore sa boucle de choix. Soit on a le même système vraiment trait pour trait, c'est le même, sauf que là, il y a une vitesse de déplacement un peu différente, parce que là, c'est l'animation où elle court. Et donc elle y va pareil d'une manière un petit peu différente. Il y a pas plusieurs vitesses de marche, il n'y a pas plusieurs vitesses de course, c'est quelque chose qu'on pourra faire plus tard. Mais voilà, là c'est le B à bas vraiment c'est pour vraiment aborder une première fois ça. Et ensuite on pourrait, alors c'est pour aller un peu plus loin, hein, si on a ça, là vous voyez que les autres résultats sont aussi des idols. On pourrait par exemple intégrer plusieurs animations où ben, quand elle attend, elle fait pas juste toujours la même animation d'attente, mais par exemple, je sais pas, elle regarde son téléphone, ou elle refait ses lacets, ou elle regarde un peu autour d'elle, ou on pourrait, je pense qu'on ira aujourd'hui hein, dans ce cours peut-être un peu là-dedans, j'ajouterai un peu des animations où je montrerai comment on peut importer un personnage. Mais en gros, voilà ce qu'on va faire. Voilà par quoi on va passer, et voilà à peu près ce qu'on va faire pour aujourd'hui, sur voilà 1 heure et demie, peut-être 2 heures. Hein. On va voir un peu comment on s'en sort. Est-ce que dans le chat, il y a un petit peu il y a je sais pas, une première volée de questions par rapport à ça, ou est-ce que je continue, ça y est, j'y vais, on lance le truc. On se lance. Allez, ben on dit qu'on se lance, hein. C'est parti. Donc je vais prendre, et donc là j'ai créé un projet Unreal qui a une base en fait third person. Donc vous savez c'est la base où quand vous faites play, eh bien vous pouvez contrôler votre petit personnage. Donc là, on voit que je suis intégré dans mon paysage d'IA un peu stupide. Et donc ça veut dire que ce pack-là, il vient quand même avec un certain nombre de blueprints qui existent déjà. Notamment, ici on a... c'est où qu'on va pour afficher les chemins de l'IA. Bah, justement, Caitlin qui pose une question. On va le faire ensemble step by step et je vous dirai un peu les composants à aller chercher. Est-ce que quand tu dis le chemin de l'IA, tu parles de la grosse zone verte là du navmesh? C'est de ça dont tu parles? Non. Bah dans ce cas-là, on verra juste après alors. Donc juste pour vous montrer un petit peu. Si je vais ici dans third person, je vois que j'ai un blueprint et ça c'est le blueprint de mon personnage que je peux contrôler. Et le personnage que je vais ici qu'on va utiliser, c'est le mannequin de base d'Unreal. Alors le mannequin de base d'Unreal, ici si je regarde dans Mesh, vous voyez que on a plusieurs types de mannequins. Je vais les sortir ici. Là il y a un mannequin homme, là il y a un mannequin qui est plus orienté femme. Je réponds à la question de Kathleen. On va le créer tout à l'heure, ça t'inquiète pas. On suit pour l'instant et puis t'inquiète pas, on va avancer là-dessus. Donc là, on a plusieurs personnages. Et on voit que ces personnages, ils viennent avec, ici, ce qu'on appelle un skeletal mesh. Alors, si vous comparez les meshs dans Unreal, quand vous avez ici, par exemple, un caillou, voilà, ben, le caillou, on voit qu'ici, il a un code couleur hein, qui est bleu. C'est un static mesh. Donc ici, là, hop, ça, c'est un static mesh. Il est... Donc il a des propriétés qu'on peut le modifier, il a un matériau, il peut avoir des LOD, il peut avoir des collisions, il peut avoir un ensemble de choses. Si je clique par contre sur le mesh ici de mon personnage, on peut voir que c'est un petit peu différent. En fait, notre personnage ici, bah, il a lui aussi hein, des details avec des matériaux et tout. Mais il a surtout
un animation rig, il a un skeleton tree, où là on va voir en fait des différents bones qui sont placés. Et donc par exemple, je sais pas, là je peux venir sur la tête. Si on trouve le node head, on va réussir à le trouver, ce petit node. Ouais, non, on va pas réussir à le trouver, hein. Il est pas là, hein. Il est parti, hein. Head, hein, je ne le vois pas. Ah, il est là, c'est mon head. Vous voyez, hop, on peut tourner la tête. Parce que ce mesh, il a été importé avec un rig et un skin. Donc ça veut dire que il a une hiérarchie de bones à l'intérieur de son corps. Qu'Unreal a compris cette hiérarchie. Unreal a intégré cette hiérarchie. Et on peut jouer dessus par exemple des animations. Voilà, alors celle-là elle a l'air un peu nulle comme animation. Je vais taper idle. Hop là. Là vous voyez on a une animation d'idle qui est à l'écran. Et pendant cette animation, je peux bouger si je veux, hop, la tête, voilà, je peux un peu changer. Vous voyez que l'animation se poursuit, hein, il n'y a pas de problème. Ça pourrait peut-être permettre de créer des variantes. Et si par exemple ça, je veux en faire quelque chose, donc là vous voyez par exemple, je sais pas, j'ai tourné un peu sa tête ou quoi, à tout moment, bah, je peux en créer une nouvelle animation avec la pose actuelle, une nouvelle loop. Je peux aussi en faire un static mesh, par exemple là je peux cliquer, je peux aller choper ici static mesh et dire hop à Unreal, voilà. Il a créé un static mesh, vous voyez, avec la même posture que j'avais, à partir de ce qu'il y avait ici dans ma fenêtre static mesh. Alors ça, dans quel cas je m'en sers? Là par exemple, je suis en train de faire un jeu en ce moment où on a des zombies. Et du coup, des fois, ça m'arrive que je dois faire des charniers. Donc, vous savez, un charnier, c'est un tas avec du coup plusieurs cadavres. Et au lieu à chaque fois d'aller par exemple dans un logiciel comme Blender ou Maya, prendre mes modèles, déplacer le rig, créer un FBX où par exemple le zombie, je sais pas, il est étalé par terre, ensuite exporter le mettre dans Unreal, bah, je fais tout directement dans Unreal, je prends mon zombie dans Unreal, j'ouvre le skeletal mesh, je fais la pose en bougeant mes bones, je fais en sorte que cette pose ça devienne un static mesh en cliquant sur le bouton ici, et ça devient un static mesh et je viens un peu peupler ma scène comme ça avec des choses. On pourrait imaginer plein de choses, hein. On pourrait faire donc bon bah voilà un charnier, mais je sais pas moi, des statues ou des poses fixes, des mannequins, un peu tout ce qu'on veut. Ce qui est important de voir là-dedans, sans rentrer trop dans le détail, c'est qu'en fait, dès que vous cliquez dans Unreal sur un static mesh, vous allez avoir en fait sur ici au niveau du mannequin une interface où vous pouvez voir des animations. Vous pouvez avoir une interface où ici vous avez un système d'animation blueprint qui est un peu complexe, mais en gros c'est l'animation blueprint, c'est un système qui contrôle en fait un peu les comportements que doit avoir l'animation compte tenu de ce qui se passe dans le monde. Donc là une state machine, c'est vraiment une machine d'état en gros. Ben là, par exemple, quand le personnage il est dans l'état idle, donc quand il attend, bah, il doit jouer la séquence où il est en idle, donc il attend. Puis quand il a un mouvement, il va passer en mode walk. Encore une fois, on rentrera en détail là-dessus à l'occasion d'une autre séance. On va pas en avoir besoin aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer que ça existe. Il y a également des choses vraiment super pratiques, alors que là je vais essayer de vous ouvrir. Ici là j'ai un système de physical asset. Donc en fait tout ce qui est physical, c'est ce qui va englober par exemple les ragdoll. Imaginons là, donc là je vais jouer une animation sur mon personnage, donc une course par exemple. On va taper run, hop, run forward. Donc là mon perso il court. On pourrait imaginer par exemple que je prends le bras ici et que je dis que le bras il est simulated. Et là vous voyez qu'en fait le bras se met à pendouiller, pendouiller le long du perso. Je mets une petite pause. Si je fais ça, donc on va annuler la simu. Admettons que je le fais à partir du pelvis. Hop, on va prendre le pelvis ici. Alors le pelvis il a peut-être un peu beaucoup de... Je vais le faire sur le haut du corps. Hop, hop, hop. Voilà, ici par exemple. Je peux dire que ça c'est simulate selected. Et vous voyez que là les bras pendouillent même si je joue l'animation. Hop, on remet play. Vous voyez que le personnage il marche avec ses bras qui pendent et tout. Alors ça dans Unreal c'est vachement pratique, ça permet de faire par exemple des fois je sais pas, vous avez un personnage désarticulé, c'est carrément intégré, vous avez juste à jouer votre animation et à dire que les petits, vous voyez là quand je clique sur un des joints, je peux dire que c'est un type de physique, c'est kinematic, simulated ou default, donc ça c'est trois types différents
Donc Simulated, vous l'aurez compris, c'est la version où du coup le bras va suivre un peu la physique. Si je simule l'intégralité du personnage, donc là je vais mettre en pause, on va couper le simulate et on va juste marquer simulate. Vous voyez le personnage tombe, donc là on a ce qu'on appelle une ragdoll, hein, en anglais c'est poupée de chiffon. Et on peut, vous voyez là avec la souris, je fais contrôle et contrôle clic droit, je peux un peu bouger le personnage quand il est par terre. Donc ça c'est vraiment super pratique, vous le voyez souvent dans les jeux. Euh, et c'est aussi dans cette zone-là du skeleton, en gros, qu'on va pouvoir. Vous voyez, il y a des sortes de grosses capsules sur mon modèle. C'est ces capsules-là qui servent à définir un peu des zones de collision. Quand par exemple vous avez, je sais pas, vous êtes dans un jeu de tir, vous avez besoin de paramétrer quelque chose comme un headshot. Bah, vous pouvez dire que la tête, elle a un profil de type tête. Et du coup, s'il y a une collision avec cette zone-là du personnage, on saura que ça a touché le profil côté tête, alors que le corps, par exemple, c'est body, ou que le bras, c'est arme. C'est comme ça que dans certains jeux de tir, par exemple, ou n'importe quel type de programme, en fait, hein, on peut créer des localités de dégâts un peu différentes pour récompenser le headshot, récompenser voilà, ou tout type d'usage, en fait. Ou juste, par exemple, je pense à un jeu là par exemple comme Mordo, où vous avez parfois un peu des mécaniques où tu peux découper, découper ton adversaire, ça te permet de détecter à quel endroit il y a eu un impact pour découper le bon truc. Bref, c'est du savoir général, tout ça se passe ici, c'est des menus où il y a quand même beaucoup de choses à faire, et ce sera l'occasion de toute façon d'autres cours au fur et à mesure qu'on continue notre apprentissage d'Unreal. Moi aujourd'hui, je veux faire ma petite IA gentille qui se déplace. Et je pense que je vais en recréer une autre, hein. Je vais faire ici une nouvelle classe de blueprint. Cette fois-ci, on va faire un monsieur. Là, pour mon exemple, j'avais pris le modèle féminin. Là, je vais prendre un modèle masculin. Hop, tout ça, je vais le supprimer. On n'en a pas besoin. Alors les blueprints. Avant de rentrer, de faire mon personnage, etc., je vais faire une mini parenthèse sur les blueprints parce que ça reste quand même un élément très important qu'on a un peu besoin de comprendre aujourd'hui pour travailler sur notre exercice. Donc les blueprints, vous pouvez les créer quand vous êtes dans le content browser en faisant clic droit. Donc vous faites clic droit dans le content browser et vous voyez qu'ici vous pouvez créer ce qu'on appelle une blueprint class. Donc ma blueprint class, je vais la fabriquer ici. On va faire un actor. Alors vous avez vu, hein, je vais l'appeler light celui-là. Mais des actors, en fait, il y en a de plein de types, hein, des actors, des blueprints, pardon, des actors, des pawns, des caractères, des player controllers. C'est vraiment assez varié. Donc tout à l'heure, quand on prend un personnage, on prendra un caractère. Mais là, on fait un actor, c'est le plus simple. C'est le plus fréquent. Quand j'ouvre, vous voyez, je double-clique ici sur mon blueprint pour l'ouvrir. Alors le blueprint, hein, vous voyez, il a une coordonnée, une coordonnée, il peut s'incarner dans le monde, c'est un acteur. Je peux le prendre, je peux le dropper plusieurs fois ici, hop, vous voyez, il existe. Alors il est vide, hein, parce que il n'y a aucun objet dans mon blueprint actuellement, mais on va y remédier. Donc là, je prends mon petit blueprint light, et pour expliquer un peu, dans mon interface de blueprint, ici, je peux utiliser le bouton add pour créer, disons, voilà, une point light. Hop, une point light. Ma point light, elle est créée et vous remarquez que si je compile et que je save mon blueprint, vous voyez, les lights sont apparus partout. Si je viens dans mon blueprint ici et que je crée par exemple un static mesh et que je dis que je sais pas, hop, je mets une chaise, voilà, chair. Hop, voilà, je mets une chaise. Et bien maintenant j'ai la lumière et une chaise. Et ça en fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon blueprint du coup il est entre guillemets instancié. Et si je fais bouger la chaise, vous voyez qu'elle bouge dans toutes les instances qui existent et qui peuplent la scène. Pourquoi c'est super utile? Parce que du coup, on va pouvoir créer des éléments, les placer un nombre infini de fois dans une reel, même dans des niveaux différents, hein, dans plusieurs levels. Et au moment où on va faire des modifications dans le blueprint, on va pouvoir interagir du coup avec autant d'objets. Et ce qui est vachement bien dans le blueprint, c'est que là, vous voyez, si j'ai ma chaise et ma lampe, quand je clique dessus et que je viens ici sélectionner, je sais pas moi, point light, en fait, individuellement, pour ce blueprint là, je peux toujours, hein, vous voyez, déplacer la chaise ou déplacer la point light. Alors là, le truc c'est que la chaise elle est esclave un peu de la point light, vous voyez, elle la suit. Par contre, hop, si je sélectionne la chaise, vous voyez qu'elle est indépendante. C'est parce que dans le blueprint là, j'ai créé une hiérarchie. Vous voyez que le static mesh dans la hiérarchie il est en dessous. Là, si je le remonte comme ça, hop, là il est plus dépendant.
Donc là ça marche nickel. Et donc je vois chaque individu, là vous voyez, hein, je peux le prendre, je peux le cliquer, je peux aller dans ces détails ici, et je peux réadapter ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin, je peux changer la couleur de la lumière, je peux changer son intensité. Vous voyez que ça n'affecte pas les autres instances. Donc on garde ce côté éditabilité de chaque individu, tout en ayant quand même une notion de réplication et d'instance dans tous les autres individus. En vrai, c'est vraiment c'est une mécanique, nous, qu'on utilise au quotidien. Moi, quand je travaille avec Unreal, c'est systématique. Je vais enlever la chaise. J'en ai plus besoin. Hop. Et ce que je veux vous montrer, en fait, c'est que dans ce petit arbre nodal ici, on peut créer des nœuds, hein, puisque c'est un arbre nodal. Moi, je vais pas manipuler un nœud qui est dans la fonction des nœuds, pardon, dans la fonction construction script. Donc le construction script, en fait, c'est une fonction qui s'exécute dès que l'objet se construit dans le monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire se construire? Ça veut dire quand je lance le niveau ou quand je drop l'objet. Vous voyez, à chaque fois que je le drop, il se construit. Vous allez comprendre dès que je vais commencer un peu à faire mon modèle. Donc vous voyez que là j'ai ma point light. C'est un peu comme les matériaux, si je veux interagir sur ma point light, il faut d'abord que je la prenne et que je la glisse ici dans l'interface de Blueprint. Donc je la prends, je la glisse, super. Donc elle est là, elle s'appelle point light. Et en fait, pour créer des nœuds, il faut faire clic droit et il faut appeler des fonctions. Ce qui est génial, c'est que Unreal, il a un système en fait qui est contextuel. Ça voudra dire que si je prends ma light ici et que je tire mon petit nœud, et bien le fait de tirer mon petit nœud et de le lâcher, on va me proposer des fonctions qui sont cohérentes avec la point light. Et là vous allez me dire, ok Maxime, comment est-ce qu'on fait, parce qu'on est débutant, comment est-ce qu'on connaît les fonctions sur lesquelles on veut interagir? Et là, il y a une petite technique qui est super efficace en fait. Alors bon, déjà, c'est déjà taper des mots qui sont logiques. Mais bon, taper des mots qui sont logiques, ça peut peut-être tout et rien dire. Mais si je clique par exemple sur ma point light là, vous allez remarquer quand même que dans son panneau details, elle a un ensemble de paramètres. Elle a des paramètres, là on voit qu'elle a source radius, elle a intensity, light color, attenuation radius, elle a vraiment beaucoup de types de paramètres différents. Et en fait, moi ce que je propose aux gens quand ils connaissent pas trop encore Unreal ou qui connaissent pas du tout les blueprints, c'est que si vous voulez, en fait, il faut savoir ce que vous voulez faire dans votre blueprint. Si vous voulez avoir un impact par exemple sur la couleur, bah là on a un paramètre qui s'appelle color. Donc si je tire mon petit nœud ici et que je tape color, hop, on remarque quand même que dans les fonctions qui me sont proposées, il y a quand même plusieurs choses qui sont en rapport avec les colors. Il y a getLightColor qui est ici, et j'ai aussi, donc si je retape color, j'ai setLightColor. Alors, on va laisser getLightColor de côté. Et cette light color ici, on va venir par exemple dire que on va les setup et que c'est bleu. Voilà, hop, les couleurs sont bleues. On marque quoi? Toutes les lampes sont devenues bleues. Moi, ce qui va m'intéresser là, c'est de faire un truc qui est un peu plus intelligent que ça. Je vais venir ici, hop, neutraliser la couleur. Et en fait, les nodes dans Unreal, vous pouvez toujours essayer de faire des clics droits. Vous avez souvent des choix, par exemple, promote to variable, ça va vous créer une variable qui est éditable compte tenu du nœud que vous avez. Vous avez là, j'ai créé une variable et que cette variable c'est un choix de couleur. Hein, voilà. Si j'avais fait ça sur un autre, je vais prendre un autre type d'objet, genre get location, voilà. Boom. Alors, c'est pas ça que je veux. Mais vous voyez que là j'ai créé une variable à partir de ça, et cette variable, celle-là c'est un vecteur. Donc en fait, juste ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites clic droit promote to variable sur un node, il vous crée une variable qui est cohérente et qui est utilisable sur ce node. Bon, ça, fermons la parenthèse. Un autre truc que je peux faire sur un pin, c'est clic droit et faire split structure. Quand vous faites ça, en fait, vous prenez vous décomposez l'ouverture du nœud. Et on sait qu'en 3D, une couleur, si vous regardez là, une couleur sur Photoshop ou sur n'importe quel logiciel, c'est toujours une combinaison RGB. Et donc là, vous voyez que pour écrire un pixel rouge, bah, il faut que j'écrive rouge égale 1, green 0 et B 0. Donc là, vous voyez, ça m'a fait du rouge. Si j'écris rouge égale 0, green égale 1 et bleu égale 0, j'ai du vert. Et vous l'aurez compris, si je fais la même chose avec du bleu, j'ai du bleu. Si je mets du 1 partout, j'ai du blanc. Et si je mets des trucs aléatoires, par exemple 0,5, 0,3 et 1, ben là j'ai obtenu du bleu très fort. Si j'enlève le bleu, hop, ça va encore faire changer la couleur. Oui, ça bouge sur la roue chromatique. Donc là, ce que je peux faire éventuellement,
c'est prendre en fait ici mes petits nœuds ou qui me demandent un chiffre. Hein. Vous voyez que là on me demande une valeur. Si c'est à 0, 0, 0, bah, ça va me donner un pixel noir. Et je peux, par exemple, si je veux un nombre random, bah, je peux venir et je peux taper random. Et là, vous voyez que random, il y en a plusieurs. Il y a random float qui donne juste un nombre aléatoire. Mais ce que je vais pouvoir utiliser, par exemple, c'est random float in range. Et une range, c'est quoi? Bah, une range, c'est un intervalle en anglais. Donc là, vous voyez que la range minimale, c'est 0, maximale, c'est 0. Si je dis que ça prend une valeur entre 0 et 1, bah là, dans ce canal rouge, à chaque fois qu'on va générer la lumière, Unreal va choisir une valeur entre 0 et 1. Parce que c'est une fonction pure qui fait ça. Si je duplique mon système, donc je fais CTRL-C, CTRL-V, hop, et je connecte à chaque paramètre possible. Alors l'alpha c'est la transparence, je vais le laisser à 1. Parce que j'en ai pas besoin là pour écrire ma couleur. Mais là, à chaque fois que je vais générer ma lumière, ma lampe, et ben je choisirai, ça générera un code RGB aléatoire et donc ça changera la couleur de la lumière de manière aléatoire. On va regarder si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. J'ai tout le temps une couleur un peu différente. Vous voyez qu'à chaque fois que je bouge la light, en fait sa couleur évolue et change. C'est un premier exemple. Alors, comment utiliser ça? Là, vous allez me dire, bon, voilà, c'est plus pour, c'est un peu pour commencer à introduire un peu les nœuds. Donc ça, c'est une fonction. Vous voyez, la fonction, elle a une cible. Et la cible, c'est la lumière. Puis là, dans les informations, j'ai une fonction pure. Alors, la différence entre les fonctions pures et les fonctions fonctions, c'est que vous voyez, ça, c'est une fonction fonction. Son code, elle est bleue. Et elle a des codes, elle a ici des nodes d'exécution. Vous voyez, on peut l'exécuter. C'est-à-dire qu'il y a un node ici d'exécution qui peut rentrer à l'intérieur. Et il y a un autre qui peut sortir, par exemple, juste après, je pourrais faire un set. Alors, à votre avis, là, si je veux bouger la puissance de la lumière, qu'est-ce qu'il faudrait que je tape comme node? Je vous laisse réfléchir une seconde si vous voulez répondre dans le chat. Si je veux toucher la puissance de la lumière, à votre avis, je tape quoi? Qu'est-ce qui est plus ou moins forte? Si on regarde un petit peu là, on regarde les paramètres de la light, qu'est-ce qu'il faudrait que je tape comme mot-clé pour trouver une fonction qui peut toucher la puissance de la lumière? Vous avez une idée? Je vous laisse 10 secondes. Je fais des décomptes. Et c'est une absence de réponse dans le chat. Regardez, je vous le montre, mais regardez là, ce node il s'appelle intensity. Donc si je tire ma petite tige ici, que je tape intensity, eh bien j'ai des fonctions qui sont en rapport avec l'intensity. C'est ça que je vais vous montrer en fait et que vous faire comprendre, c'est que si je tape, là j'arrive, là je tape shadows, hop, bah j'ai des fonctions qui touchent les ombres. Si je tape visibility, j'ai des fonctions qui interagissent sur la visibilité, etc., etc. Donc là, admettons, je sors ici, hop, je tape intensity. Voilà, cette intensity point light, eh bien je me retrouve avec une fonction qui va toucher l'intensité. Elle est un peu plus simple. Regardez, elle demande quoi? Elle demande une cible. Donc la cible, c'est toujours la point light. En vrai, je pourrais même supprimer ce node et laisser juste ça qui est connecté. Il faut qu'elle soit traversée par le courant, donc il faut que j'y connecte un node d'exécution. Sinon, en fait, si vous voulez, si on connecte pas ici le node d'exécution, alors la flèche, elle a un sens. Hein, c'est parce qu'on lit de gauche à droite. Donc, en gros, quand le système va s'exécuter, on va d'abord gérer cette fonction-là, parce que vous voyez, elle est première dans la hiérarchie, en gros, dans l'ordre ici des connexions, elle est première. Puis ensuite, on connecte la deuxième, voilà, hop. Et là, new intensity, si c'est 0, vous voyez bien, toutes les lumières sont éteintes. New intensity, si c'est 10 000, hop, toutes sont très allumées. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire un random float in range. Ce qu'on appelle un float, c'est un nombre décimal. On va dire que ça peut aller de 20 000, de 2000 à 20 000. Je fais compile, et là on voit que les lumières ont toutes des intensités un peu différentes. Il y en a qui sont plus ou moins éteintes, d'autres qui sont plus ou moins claires, etc. Donc là, on comprend la petite base du blueprint. On interagit des cibles, enfin des acteurs, avec des fonctions pures. Et on fait des petites choses. Je pourrais rajouter par exemple un truc comme, là je vais rajouter une notion de visibilité, hop, pour vous montrer au moins un aiguillage qui est important. Et là je pourrais utiliser un node qui s'appelle, par exemple, je sais pas moi, set visibility, hop, de la lumière. Donc la visibilité c'est quoi? C'est si c'est vrai, on voit, là vous voyez qu'on a une petite checkbox qu'on peut cocher ou décocher. Alors en programmation, c'est ce qu'on appelle un booléen. En fait, c'est une position qui est soit sur vrai, soit sur faux.
soit sur 1, soit sur 0. Vous voyez, c'est assez on-off, quoi. C'est un interrupteur. Si le résultat c'est vrai, bah alors la lumière sera visible. Et si le résultat est faux, donc là je la duplique et je la mets. Si le résultat est faux, alors la lumière sera invisible et on ne la verra plus. Donc là, cette case-là, je vais la cocher. Je vais connecter. Là, vous voyez que j'ai un problème, c'est que je peux pas aller vers les deux endroits. Il faut que je choisisse. Vous voyez, je vais soit en haut, soit en bas. Donc comment je peux faire? Alors, je pourrais par exemple, là je vais utiliser, on pourrait faire autrement, mais là je vais créer un node d'aiguillage, moi j'appelle ça comme ça. Par exemple, une branche, hop, donc je vais taper ici branche. Une branche, qu'est-ce que c'est? En fait, vous voyez, elle a un petit, il y a un petit symbole de flèche. Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y a le switch aussi. Le switch, c'est un mouvement entre plusieurs positions, hein. Je le ferai juste après. Donc la branche, c'est que mon courant, donc ma fonction est exécutée. Elle a deux sorties possibles, soit vrai, soit faux. Si c'est vrai, on part ici, et donc toute cette partie-là sera ignorée. Et si c'est faux, on part du coup en bas, et toute la partie qui sera en haut sera ignorée. Et là, vous voyez que la condition, elle est cochée, donc elle est sur vrai, donc ça veut dire que là, on va toujours passer sur vrai. Donc elle sera toujours visible, la lumière. Hop, je montre, hein. Donc là, les lumières sont visibles. Si je décoche ici, hop, aucune lumière n'est visible, parce que là, vous voyez, on est dans la branche fausse. Vous voyez le courant qui passe? Hop, vous voyez comment le courant passe ici? Hop, si je coche, le courant il passe en haut. C'est vraiment, faut le voir un peu, voilà. Des fois je dis c'est comme la redstone dans Minecraft. Euh, donc là il nous faut un nœud en fait, ici là, qui va nous aider à randomiser un peu ça. Donc là je sais pas, je pourrais taper random et on voit que j'ai des choses comme par exemple random bool with weight, donc c'est une randomisation avec un certain poids. Donc là je prends random bool with weight. Et je peux gérer le poids. Donc là, j'ai mis à 0,5. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que un poids, regardez, c'est quand on passe notre souris en overlay sur un node, souvent on nous décrit ce que fait le node. Là, c'est marqué une range peut être comprise entre 0 et 1 EG. Et exemple, un poids de 0,6 va retourner la valeur vraie 60% du temps. Donc si j'ai à 0,5, ce sera vrai 50% du temps, faux 50% du temps. Si j'ai 1, ce sera toujours vrai. Hop, là on fait 1 et vous voyez qu'elles sont toutes vraies. Si je mets 0, elles seront toutes fausses. Et si je mets un truc intermédiaire, par exemple 0,6, bah il y en aura un peu plus, il y aura 60% qui seront allumés et 40 qui seront. En fait, c'est pas, ça va pas être forcément, ça va pas tomber juste. Ça veut pas dire que là, si je mets 10 lumières, il y aura forcément 6 qui seront allumées et 4 qui seront éteintes. Mais c'est qu'à chaque lumière, on jette un dé et en fait 6 fois sur 10, ça tombe sur vrai, en gros. Et 4 fois sur 10, ça tombe sur faux. Ce qui peut amener en fait à des scénarios un peu différents. Mais voilà, je pense qu'à peu près tout le monde comprend. C'est un nœud de randomisation, quoi. Donc voilà, j'ai mon petit système et vous voyez, à chaque fois que je vais poser ma light, elle sera un petit peu différente. On pourra avoir la même chose. Alors bon, voilà, ça c'est un premier sujet. Là, je vous ai dit que je vous parlais du switch. Le switch, c'est un peu différent. En fait, je vais enlever la branche qui est là. Le switch, en fait, vous avez quelques entrées, vous voyez. Vous connectez comme ça. La sortie 0, elle va ici. La sortie 1, elle va là. Et en fait, ici, on a un input. Donc, en gros, l'input, c'est un nombre. Donc là, vous voyez, c'est marqué 0. Donc, on va toujours prendre le chemin numéro 0. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi faire un random in range. Donc là, notre range, elle va de 0 à 1. Et là, ben, on va souvent tomber sur 0. Enfin, on va tomber 50% du temps sur 0, 50% du temps sur 1. Et là, je pourrais créer par exemple plus de sorties. Je pourrais dire que ça va de 0 à 4. Et vous voyez, donc quand ça tombe sur 3, quand ça tombe sur 0, 1 et 2, c'est allumé. Voilà. Et quand ça tombe sur 3 ou 4, c'est éteint. Ça permet peut-être de gérer, pareil, un peu un pourcentage. C'est le même genre de nœud en fait, c'est un aiguillage, mais c'est juste qu'il fonctionne un petit peu différemment. Et ça, dans Unreal, il y en a quand même quelques-uns. Cool. Donc voilà, là on a un système de lumière magnifique qui est un peu automatique. On pourrait imaginer plein de choses, hein, parce qu'en vrai c'est utile. Je sais pas, imaginons là vous faites un métro, vous voulez un peu vieux ou quoi, vous voulez que des fois il y a des lumières qui soient éteintes, des fois des lumières qui sont allumées, bah, vous pouvez parfaitement vous servir de ce genre de système. Pour en revenir, parce qu'il faut quand même faire le lien, parce qu'on est là un peu pour parler de personnages et d'IA. Là c'était vraiment pour introduire les nœuds. Allons un peu sur notre petite euh, IA ici. Donc je vais en créer une nouvelle blueprint class ici. Donc
Je recommence, mais je vais quelque part. Moi, j'aime bien quand même localiser avec des dossiers. Petite tips d'ailleurs, les dossiers dans Unreal, on peut leur donner des couleurs, hein. Vous voyez là, je peux dire que le dossier IA, il est en bleu, que le dossier Level Prototyping, il est en orange. Ça, c'est vachement pratique. On s'en sert Moi, je m'en sers beaucoup quand on bosse à plusieurs sur des projets parce que, en fait, du coup, on se met des petits flags comme ça et ça nous aide un peu à organiser nos dossiers. Donc là, je vais venir je vais venir sur mon petit blueprint et je vais créer une classe et on va l'appeler, on va prendre un personnage et je vais l'appeler seconde caractère parce que moi, c'est le deuxième que je fais. Hop, comme j'en ai déjà un dans mon exemple. Hop là, seconde caractère. J'ouvre. Et donc, mon petit blueprint personnage, quand je l'ouvre, j'ai cette petite scène là avec une capsule vide. Alors, on peut voir que je peux le prendre, hein, je peux le poser, hein, mais c'est juste que la capsule elle est vide. Donc en vrai, cette capsule, elle pourrait se déplacer, exister et tout, il n'y a pas de problème, mais c'est juste qu'elle est vide. Elle n'a pas de personnage. Donc elle vient souvent, même toujours avec ici donc une arrow. Donc l'arrow en fait que vous voyez là, c'est son devant, c'est son forward. Vous voyez que ça pointe vers en positif sur X. En fait, c'est l'endroit vers lequel elle regarde. Et ici, si je vais chercher le petit onglet mesh, vous voyez qu'ici je peux choisir un skeletal mesh. Donc nous, le skeletal mesh qu'on va choisir pour aujourd'hui, c'est, alors il faut que je le trouve, caractère, mannequin, mesh. C'est je vais prendre Mani Simple. Hop, voilà. Mon personnage vient d'arriver. Alors faites gaffe, ça c'est une type générale, quand vous intégrez un personnage comme ça à une capsule, ou un pawn, ou un caractère component, il faut toujours qu'il soit bien tourné vers la vraie flèche, et vous pouvez aussi le rentrer dans la capsule. La capsule en elle-même, hein, vous avez le droit de la... Vous voyez qu'ici elle a une capsule height, vous pouvez bouger sa taille. Alors là j'ai un peu abusé, je l'ai mis très très grande. Mais vous pouvez bouger la taille, c'est assez, c'est plus pratique pour fonctionner. Là, je vais le baisser un petit peu. Je vais faire en sorte qu'il rentre bien dans sa capsule. Juste pour tester, si je le prends et que je le pose, voilà, ici. Vous voyez qu'au début, il a l'air d'être posé un peu dans le sol, mais en fait, la capsule détecte et il se remet à la bonne hauteur et les pieds sont bien connectés au sol. Donc ça, c'est tout bon. Il faut que on commence ici à manipuler un petit peu son event graph. Donc l'event graph, nous là juste avant pour la lumière, on a utilisé le construction script pour gérer quelque chose qui se mettait à chaque fois qu'on dropait l'objet, à chaque fois qu'on construisait. Là pour faire notre IA, on va utiliser l'event graph. Pardon. Donc dans l'event graph, on peut appeler nos modèles, hein, vous voyez je peux le prendre et je peux le glisser. Et c'est surtout que dans cet endroit-là, on peut créer des événements. Alors, les événements, là, vous voyez par exemple, là, il y a l'événement Begin Play, donc c'est l'événement quand le jeu se lance. Là, il y a l'événement Eventix, c'est un événement qui se répète régulièrement pour vérifier, enfin pour exécuter des choses sur un intervalle, par exemple toutes les 1 seconde, toutes les 10 secondes, toutes les 15 secondes, c'est vraiment un métronome quoi. On va avoir les inputs, enfin comment dire, les événements les plus fréquents dans un jeu pour le joueur, c'est les inputs, parce qu'en fait, en gros, quand vous êtes dans un jeu et que vous appuyez sur la touche avancer, bah, c'est un événement pour le jeu. Pareil, mettons que sur la barre d'espace vous avez mis la touche sauter, bah, sauter c'est un événement. Si on regarde ici là le caractère first person, je l'ouvre, vous voyez, on jump ici, input action jump, donc là c'est la barre d'espace, ça déclenche l'événement saut. Et c'est pour ça que le personnage saute. Donc en fait, il y en a une multitude de types. On va pas tous les faire, mais dites-vous que des événements, il y en a de tous les types. Et moi là, ce que je vais vouloir faire, en fait, c'est un événement custom. Donc je vais créer un custom event. Ici, hop, custom event. Le custom event, en fait, c'est un événement qu'on crée et qu'on peut appeler comme on veut. Par exemple, là, si j'appelle mon custom event Gertrude, voilà, Gertrude, ou Gertrude même, voilà, Gertrude, eh bien, Gertrude donne naissance, entre guillemets, à une fonction qui s'appelle Gertrude. Vous vous doutez bien que Gertrude, elle n'existait pas dans Unreal avant. C'est parce qu'on a créé un custom event ici et qu'on lui a donné un nom que maintenant il y a une fonction avec ce nom-là qui existe et qui est exécutable. Donc le but de toute notre réflexion, ça va être de créer un système de boucle en fait qui initialise l'IA, puis qui lui fait prendre une décision, qui du coup appelle un custom event, qui déclenche un comportement ou un événement,
qui ensuite boucle pour revenir à la phase de décider une action, etc. Donc là, Gertrude, désolé, mais on va la renommer Decide Action. Decide Action. Donc on a une fonction qui s'appelle Decide Action, ce qui nous crée, enfin on a une fonction, je vais l'appeler Decide Action. Voilà. Decide Action, on va la lancer une première fois quand le jeu se lance. Comme ça, hop, on met notre IA, dès que on hit le bouton play ou que le niveau se lance, ça décide une action. Alors, ce que j'aime bien faire moi généralement sur ce genre de choses, c'est mettre un petit delay quand même. Mettre un petit delay parce que souvent il y a tout qui se passe en même temps et j'aime bien avoir dès le début de mon niveau en fait une petite phase d'attente juste pour temporiser et être sûr que tout se passe bien. Notre petit personnage qui est là, alors on va d'abord faire le système, il va se déplacer en glissant partout et on mettra les animations juste après. Donc Decide Next Action, il est ici et quand on va le lancer, en fait on va créer d'autres custom events. Donc on se souvient, on veut soit qu'il reste sur place, donc on va appeler ça idle, soit qu'il marche pour l'instant. Donc custom events, et on va faire un événement roam walk. Donc c'est nos deux choses possibles. Alors dans Unreal, avec la touche C, vous pouvez ajouter un commentaire. Donc là je vais commenter boucle lorsque le personnage attend. Voilà. Et on va se faire une autre ici. Alors c'est toujours la touche C. Boucle lorsque le personnage marche. Hop. Voilà, on vient ici. Decide Next Action, du coup, elle peut lancer Roam Walk. Comme ça, on fait le lien entre cette zone-là et cette zone-là. Ou elle peut lancer Idle. Ici. Hop, ça nous fait deux possibilités. Je vais supprimer ça, on n'en a pas besoin. Et là, on a un souci, c'est qu'en fait, vous voyez, quand on joue l'événement, alors certes, enfin, on peut aller que sur une seule sortie possible. Donc là, il nous faut, comme tout à l'heure, un node d'aiguillage. Donc en l'occurrence, on va utiliser un switch. Hop, un switch on int. Et en gros, quand l'IA doit décider sa prochaine action, ben, on ajoute des petits pins ici. Soit elle va random walk, donc aller se promener, soit elle va attendre. Voilà, ça fait deux choix. Et là, la sélection, si on laisse 0, ce sera toujours sur 0. Donc du coup, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on puisse mettre random integer in range, ici, et qu'on choisisse du coup entre 0 et 1. Et plus tard, quand on va incorporer des nouvelles possibilités, ben, on ajoutera juste des pins ici à la liste. Hop, j'arrive pas. J'arrive pas à les retirer. Voilà, là c'est bon. Là ça se retire, on est bon, nickel. Donc là ça y est, ça lance. Mais on n'a rien programmé, donc il va rien se passer. Alors commençons à rentrer dans le tas. Donc notre petit ici personnage, comme c'est un personnage, il peut se déplacer. Et il y a un node qui est formidable, c'est AI Move To. Donc AI Move To en fait, ça prend, enfin vous voyez que c'est un node ici, c'est une fonction qui cible un pawn. Donc là, le pawn en fait c'est tout simplement le personnage à contrôler. Donc là, nous quand on ne sait pas qui cibler, on va juste cibler self. Parce que là, on veut déplacer quoi? On veut déplacer ce personnage-là. Et on est dans le blueprint de qui? On est dans le blueprint de ce personnage, donc il faut déplacer self lui-même. Il ne faut pas déplacer un autre personnage. Il nous faut une destination. Donc la destination, il faut effectivement, là vous voyez que ça va cibler la coordonnée 0, 0, 0. Donc on pourrait marquer n'importe quoi, par exemple, je sais pas, là, si je marque 200, 500, 0, bah à chaque fois qu'on va lui dire d'aller marcher quelque part, il va aller marcher à cette coordonnée précise. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer un node qui s'appelle random reachable point in radius. Alors un peu compliqué dans son nom et tout, mais globalement comment ça marche? Vous voyez qu'ici en jaune, Unreal demande à ce qu'on connecte un vecteur du coup de location. Des vecteurs de location, il y en a plein. C'est une coordonnée en fait x, y, z. On peut en créer plein de sortes. On va prendre ici notre random location et on va la connecter. Le truc c'est que notre random location, il faut qu'elle ait une origine. Et cette origine, il faut se décider. Est-ce que c'est une coordonnée qui existe dans le monde? Et dans ce cas-là, ben, là, on remplit un nombre, je sais pas, on met, ben, ça va toujours être à partir de la coordonnée, je sais pas moi, 0, 0, 0.
Le radius, c'est l'échelle autour de laquelle le personnage va pouvoir choisir un point. Et donc l'origine, moi ce que je propose, c'est qu'en fait on prenne notre personnage ici et qu'on fasse tout simplement un get actor location. Alors est-ce qu'on va réussir get location? Hop. Get relative location. Oui, probablement c'est ça. Alors get location. Alors je tâte un petit peu parce qu'il y a, enfin comment dire, get actor location. Vous voyez, j'ai plusieurs fonctions. Moi je pense que c'est plutôt celle-là qu'on va utiliser. Hop. Ça pourrait marcher avec l'autre, mais celle-là me paraît un peu plus adaptée. Et on va faire self. Hop, à chaque fois, il y a 25 manières de faire un truc de toute manière. Donc là, en gros, ce que je fais, c'est que je prends une fonction pure qui, lorsqu'elle va être interrogée par le IMoveTo, parce que vous voyez là, elle est connectée à IMoveTo, et ensuite elle est connectée à getRandomMatchablePoint, quand elle l'interroger, elle va juste regarder quelle est la coordonnée du personnage. Alors, quelle est la coordonnée? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, ce personnage-là, sa coordonnée actuelle, c'est 4308, 7400. Celui-là, c'est 5885, 7784. Au moins, en fait, si vous voulez, le cercle qui va se dessiner autour du coup du personnage pour qu'il choisisse un point vers lequel aller, ce sera le point par rapport au centre, enfin par rapport à la position de cet objet-là. Le radius c'est 300. On va juste essayer ça. Hein. Hop. Et on a deux choses, c'est que on success, donc si c'est successful, bah, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Le truc c'est que il faut qu'on le bot, enfin notre IA, on n'a pas envie qu'elle aille à l'endroit et qu'après elle s'arrête et qu'elle attende pour toujours. Il faut qu'on la relance sur une prochaine opération. Donc moi ce que je propose c'est qu'en cas de succès, elle décide sa prochaine action. Et en cas d'échec, par exemple si elle n'arrive pas à rejoindre son point parce qu'il est en dehors de sa zone, bah, elle décide sa prochaine action aussi. On essaye ce qui se passe. Il faut quand même que là le petit idle, on lui dise, le idle en fait c'est on veut juste qu'elle reste sur place, donc on va mettre un petit delay. On va mettre par exemple 3 en delay, donc 3 c'est la durée du delay. C'est 3 secondes en gros, mais c'est pas exactement 3 secondes, mais comprenez-le comme ça. Et une fois qu'il a fini d'attendre, et ben on a la même chose, on décide la next action. Hop. On regarde un peu ce qui se passe, compile, save. Normalement, le système a l'air plus ou moins bouclé. Hein. On a nos deux choix. Et nos deux choix, normalement, mènent toujours vers l'arbre qui permet de faire les choix, qui permet de faire un nouveau choix, qui permet du coup de faire un nouveau choix, etc. etc. On a créé une boucle. Alors là, j'ai des petits... faut qu'on regarde nos... Ils sont faciles à retenir, on va à repérer, pardon, parce ils sont avec les bras tout, tout étendu. Hop, j'en duplique plein, comme ça on va voir ce qui se passe. On va leur faire un petit simulate. Hop, là vous voyez, il se déplace, hein, il est là, mais bon, il n'y a aucune animation qui se joue parce qu'on n'a pas prévu ça pour l'instant. Mais il se déplace, hein, ça fonctionne, hein, ils prennent un point et ils y vont, en marchant. Bon là on voit qu'il y a un petit amas de personnages un peu bloqués. On n'a pas dit encore qu'ils étaient super intelligents, hein, mais déjà ils le font. Continuons, donc là je remets en pause, on va retourner dans le blueprint. Donc ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est que pour avoir un peu de feedback, peut-être qu'on a envie qu'ils nous jouent des petites animations ces personnages. Donc ce qu'il faudrait qu'on fasse normalement, c'est ici charger un animation blueprint, hein, par exemple, je sais pas, ABP Mani, hop. Donc là vous voyez que j'ai l'animation blueprint en fait, c'est vraiment le composant qui va indiquer à Unreal comment doit se comporter le personnage. Donc avec, vous voyez que là maintenant quand ils sont en idle, ils restent sur place. Quand ils se déplacent, ben, ils surfent un petit peu là. L'idle est un petit peu mieux, mais ils changent jamais d'animation. Dans les animation blueprint, on peut avoir des choses comme par exemple des animation blend space. Alors je vais essayer de les trouver ici. Caractère, mannequin, animation. Là on a quoi? On a un blend space 1D. Voilà. La blend space en fait, vous voyez, c'est cette sorte de tableau là où on peut rentrer des animations. Par exemple, là, j'ai une animation de course, ici, à la vitesse 500. À la vitesse 230, là, j'ai une animation de marche. Et à la vitesse 0, il marche et il piétine plus ou moins sur place. Et vous voyez que, par exemple, là, si je mets la vitesse du personnage à 372, ben, on joue une sorte d'animation qui est intermédiaire entre la course et la marche. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un blend space. Donc, c'est blend, ça veut dire mélanger, en gros, et space, c'est l'espace. Donc en fonction de comment on va créer un axis, là ils ont créé l'axis speed, en fonction là du coup de la vitesse du personnage, on va jouer l'animation. Ça c'est un peu plus compliqué parce que du coup il faut qu'on rentre vraiment dans les mécaniques d'animation blueprint et tout, et ce sera l'occasion d'une prochaine fois. On le fera mais ce sera une prochaine fois.
Là, pour notre système d'aujourd'hui, nous allons juste voir que dans un blueprint comme ça, on a un super node qui s'appelle. Hein, alors j'essaie de mettre en pause, sinon je peux pas le get. Hop. Play animation. Alors, hop là. Play animation. Super. Donc c'est un node. Je peux le connecter, je peux choisir une cible et je peux juste choisir ici une animation à jouer. Donc franchement des fois garder les choses simples c'est très pratique. Et en l'occurrence donc il va falloir un peu se positionner. Donc là sur le idle qui est là, avant d'attendre, on va tout simplement connecter un petit play animation. Et notre play animation, on va choisir que c'est une idle. Hop. Alors il faut trouver la bonne, je suis désolé, j'en ai beaucoup dans mon... Je pense que c'est MM idle, ça doit être celle-là. On fait le délai, on décide la next action. Au cas où ici, il a réussi à atteindre l'endroit qu'il voulait attraper ou pas, donc quand il est dans sa boucle de marche, on va faire la même chose en fait, on va mettre une animation idle, comme ça, quand il arrive à destination, il arrête de marcher, en fait, il passe en mode attente. Donc vraiment, l'animation c'est d'attendre. Donc on success il va le faire, on fail il va le faire, et on connecte ici. On coche bien looping, d'accord? Parce que si on coche pas looping, il va jouer l'animation une fois et après il va s'arrêter. Et là, il faut le faire un petit peu marcher, donc je gagne un petit peu d'espace ici. On va remettre un petit play animation avec le looping qui est coché. Quand il walk, il charge mm underscore walk. Walk forward. Hop. On va regarder ce qui se passe, on va regarder si ça marche. Est-ce que j'ai tout connecté correctement? On voit que là, ils chargent leur vitesse de... Ils marchent. Par contre, ils marchent vraiment très vite. Hein. C'est un petit peu angoissant. Ils marchent quasiment à la vitesse de course, normalement. Alors, pourquoi ils marchent à cette vitesse-là et pourquoi pas une autre hein, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé. En fait, quand vous cliquez ici sur Character Movement, vous voyez que vous avez un ensemble de réglages. Notamment ici, là, on a le Max Wall Speed. Et cette vitesse-là est la vitesse à laquelle le personnage se déplace par défaut. Ce qui est super, c'est qu'on peut prendre ici ce character movement, et si on veut, en fait, avant de commencer à jouer l'animation, on pourrait le faire juste après, en fait, de toute façon, il faut juste qu'on le positionne. On peut dire, hop, set, alors je vais taper walk speed, je vais taper speed. Set max walk speed, hop. On va le connecter. Et on va dire que la walk speed, on va prendre un truc raisonnable, genre 250 par exemple, c'est un truc assez bas, voire même 230. Hop. Et on va regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il marche à la bonne vitesse? On voit que là, il y a quand même une vitesse qui est un peu plus cohérente sur le personnage. On va peut-être connecter. Là, je vois qu'ils pivotent super vite quand ils sont arrivés à destination. Ça peut être un petit peu bizarre. Ce qu'on peut faire, c'est que onSuccess ici, il joue l'animation de idle avec un temps qui est au moins de 2. Hop. Comme ça, quand ils vont arriver à une destination. Alors, pour créer le node de delay, le raccourci c'est D clic gauche. On peut aussi juste faire clic droit et taper delay, hein, ça fonctionne. Hop, hop. Donc là, on va regarder un peu ce qui se passe. Il marche. On regarde, on va voir jusqu'où il marche. Il arrive à destination. Il devrait attendre un petit peu et après se remettre à marcher. Ou attendre encore parce qu'il est dans sa boucle de décider la prochaine action. Donc, on voit qu'il se comporte plus ou moins bien. Alors, comment faire si on veut faire une course? Alors, je vais ranger un petit peu mieux mon blueprint. Ici, tout ça, c'est idle boucle. Et tout ce qui est là, c'est walking roam boucle. Vous voyez que là, sur mes delays, ce qu'on voit, c'est que quand il charge idle, il attend toujours le même nombre de temps.
Et ça peut être un peu problématique parce que, imaginons que vous avez une foule avec 70 personnages, c'est pas au top si ils attendent tout le temps exact, ils se comportent tous exactement de la même manière, ça va faire un côté un peu robotique. Donc ce qu'on peut faire, hein, on a vu déjà ça un peu plus tôt dans le cours, mais si je sors ici mon nœud et que je tape par exemple random float in range, bah, je peux dire qu'à chaque fois le temps d'attente il est entre 2 et 5. Et ça, on peut le connecter à différents endroits, hein. Ici, c'est pareil, hein. Ici, là, j'ai des delays. Hop, les delays, là, on va dire que c'est entre 1 et 3. Hop là, on est tout bon. On est pas mal du tout. On va rajouter une nouvelle possibilité, donc je vais créer un custom event, on veut qu'il court. Donc je vais créer ici le roam run. Hop. On va le positionner un peu en bas. Alors je pourrais dupliquer tout ça, mais je vais refaire les nœuds pour... Enfin quoique oui, en fait c'est carrément mieux de le dupliquer. Je pense que je vais le dupliquer. Hop, on va prendre ici, on va taper run. Roam run, il est là. Donc on a rajouté une sortie, c'est-à-dire qu'il faut bien penser ici à ce que ça devienne 2, parce que du coup maintenant on cherche un intervalle entre 0 et 2, c'est plus l'intervalle entre 0 et 1. Et quand on fait roam run, bah, en fait c'est exactement le même système, parce que c'est juste que là on a une course au lieu de marcher. Mais comment ça se fait que ça va être une course et pas une marche? Donc c'est pas un cours. Je mets en majuscule. Running, roam boucle. Hop. Donc on connecte run. La vitesse de déplacement, bon, on va la changer. Par exemple, 500, c'est quand même un petit peu mieux que. Enfin, pour qu'il puisse courir, il faut qu'il aille plus vite que quand il marche. Donc je mets 500. L'anime à jouer, ben, on va en mettre une différente. On va mettre mm underscore run forward. Hop, voilà. Peut-être que quand on va lui demander d'aller courir, on va lui demander de choisir une destination qui est un peu plus loin. Donc là, vous voyez, j'ai augmenté, j'ai mis 10 000. Comme ça, il choisit une distance qui est un petit peu plus loin. Et normalement, bah, on est tout pareil, hein, ça devrait fonctionner. Et normalement, on devrait avoir la course maintenant qui se joue sur nos petits personnages. On fait un petit test. Hop, vous voyez, là, il y en a un qui court. Ici. Je vais faire des tests. Attendez. Hop. Je vais déplacer des objets, mais c'est risqué. Donc voilà une petite base, hein. Une petite base assez simple à reproduire au moins pour comprendre ça. Et en fait, un système aussi simple que ça peut déjà aider à, quand vous avez une scène qui paraît un peu vide, à juste rajouter des choses. Alors là, le fait qu'il court un peu partout de manière aléatoire, c'est un petit peu curieux. Et par exemple, je sais pas si on se met vraiment de loin. Imaginons là, vous faites un plan de ville et vous avez besoin d'avoir des citoyens qui courent un peu partout, qui courent dans un parc. En vrai, ça marche carrément quand même. Ça fait un peu les petites fourmis sur leur plaque, mais ça peut vous aider à remplir un petit peu des scènes dans vos projets. Donc là, pour aller un peu plus loin, il faudra qu'on explore bah, plutôt l'animation blueprint parce que c'est pour contrôler les animations en fait, faire comme ça avec des systèmes de play, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique. Enfin, comment dire, c'est pratique parce que c'est simple, mais si on veut vraiment rentrer dans un système de gestion de foule plus complexe, il faut qu'on passe au niveau supérieur. Il faut qu'on ait vraiment un vrai système qui calcule tout seul en fait selon le mouvement et selon ce qui se passe, ce qui doit se jouer en termes d'animation. Pour aller un peu plus loin avant de clôturer tout ça, ce que je pourrais vous proposer en termes d'exercice, en fait, c'est que là, on a fait avec le mannequin de base. Il y a un site donc, qui s'appelle Mixamo. Hop, on va aller dessus. Et en fait, sur Mixamo, hop, je vais faire mon petit login. Voilà. Alors, je vais me connecter hors champ. Alors dans Epic, on a déjà des grosses bibliothèques d'objets, mais Mixamo, je l'aime bien parce qu'il est assez simple d'utilisation.
Donc par exemple, admettons que là je veux ce modèle-là. Donc bon, et on a sur Mixamo, une fois qu'on s'est connecté, c'est gratuit, hein. On a accès à une banque de personnages. Alors il y en a qui sont un peu plus exotiques, hein, les uns que les autres. Mais admettons que je prenne ce perso-là. Ben je peux. Alors je sais pas si je vais prendre celui-là. Je fais mon difficile. Je vais prendre un SWAT Guy. C'est bien un SWAT Guy. Hop là. Je vais aller dans animation. Et ici, il y a un ensemble de choses. Donc, par exemple, je sais pas si je prends les idols. Enfin, des idols, on en a quand même quelques-unes là. Vous voyez, il y en a une, deux, trois, etc. Donc là, ce que je veux montrer, c'est comment, si vous voulez vos propres modèles, comment faire pour les mettre un petit peu dans Unreal. Donc là, moi, je le fais avec Mixamo pour aller plus vite. Mais vous pouvez prendre n'importe lequel de vos modèles de personnages et l'importer en mode upload ici dans Mixamo. Ça va vous demander de positionner un petit peu le rig, mais c'est très simple et ça va vous permettre de constituer une banque avec plusieurs personnages. Donc admettons que j'aime bien cette animation-là. Je vais prendre elle, il a l'air très près comme ça. Je fais download. Hop, on va télécharger. Alors, ça charge un petit peu, hein. Bon, elle pèse 110 MO, hein. Je pensais qu'elle serait. Je pense que c'est parce que dedans il y a le modèle, il y a les textures, il y a absolument tout. Dans Unreal, je vais me créer un petit dossier que je vais appeler par exemple imported character. Hop, imported character. Imported character, je l'ouvre. On va lui créer un petit dossier SWAT guy. Et ce que vous faites quand vous avez téléchargé comme ça un modèle, donc là on voit il est dans mes idols, ici, bah, je vais pouvoir le copier. Donc là je prends mon modèle 3D, je le copie. Hop. Je me rends dans le dossier. Alors si vous voulez ouvrir un dossier Unreal, parce que là je veux importer mon FBX exactement au bon endroit, il faut toujours faire un petit clic droit ici et faire Show in Explorer. Ça vous montre le dossier où est localisé le dossier dans votre ordi. Vous faites coller. Et là, on a idle qui arrive. Donc là, Unreal va détecter qu'il y a eu un changement de source. Donc je vais faire OK, cool, bah importe. Et là, ben, skeleton, on pourra en choisir un. Alors le fait est qu'actuellement, on n'a pas de skeleton qui est mappé sur ce personnage-là. Donc on va faire import mesh, skeletal mesh. Geometry type, ben, c'est skinning and weight parce que le skinning, c'est le fait que il y a un squelette à l'intérieur et que les points soient emportés par le squelette. On va lui créer un physical asset et on va surtout import animation, comme ça on aura l'idle avec l'exported time. Je vais juste faire ça et faire import all. Mon personnage va arriver dans Unreal. Et ici, hop, je vois bien que donc il m'a créé ici mon dossier avec les textures et tout. Et là, il m'a créé un petit skeletal mesh. J'ai l'animation, vous voyez, je peux la prendre et la mettre ici, elle fonctionne. Si je fais play, hein. Hop, vous voyez que l'animation de mon personnage, elle fonctionne. Et là, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est si je veux que mon personnage bouge, c'est qu'il faudrait que je recrée tout le système que je viens de faire avec mes propres personnages. Donc c'est ce que je vous invite à faire en vrai pour un peu avancer sur ce module. Et donc si je veux plus d'animation, par exemple si je veux une idle alternative, bah ici je peux venir sur par exemple breathing idle où il respire et je peux faire hop download. On va en prendre plusieurs pour voir un peu comment ça se passe. Quand justement on a d'autres animations, je vais prendre celle-là, ça a l'air d'être exactement la même que tout à l'heure. Je vais peut-être juste la mirror pour qu'il soit dans l'autre sens. Ça compute un peu. Il y a vraiment des modèles 3D qui sont incroyables. Donc là je les mirror. Je peux la download comme ça. Je vais en prendre peut-être une troisième. Et une dernière. Euh, Standing, voilà, il a l'air bien. Hop là. Bon, ça en fait quelques-unes, hein, ça sert à rien d'en prendre 500 000 non plus.
Alors j'attends juste que le téléchargement se confirme. La première, je vais la supprimer parce que de toute façon, on l'a déjà intégrée. On va prendre nos 3 FBX ici, on copie. On arrive dans Unreal. On intègre nos animations. Et là, il faut faire attention parce que, en fait, vous avez déjà intégré une première fois le personnage, ok? Donc, comme vous avez déjà intégré une première fois le personnage, quand il vous demande ici, bah, là, il y a un changement dans les sources, bah oui, on est d'accord, hein, on va faire import. Et le truc, c'est que, alors le skeleton, il a une super image ici. En fait, il faut trouver. Je pense que le caillou, c'est une petite erreur hein, d'affichage. Je sais pas pourquoi il affiche ça. Idle skeleton. Voilà, normalement, c'est l'icône qui devait apparaître. Import mesh, on va décocher parce que on a déjà en fait le. Hop, je recommence, mais on a déjà le mesh qui a été intégré une première fois, c'est le mesh du personnage, et nous on veut importer l'animation ici. Donc exported time, animation range, etc. Donc là, je fais import all. Comme ça met les. Il faut que je refasse, donc je veux pas le mesh, je veux le bon squelette et je veux l'animation. Et on continue encore. Hop là. Je veux le bon squelette, je veux pas le mesh et je veux la bonne animation. Qu'est-ce qu'on constate? Hop, dès que c'est fini, alors il processe un petit peu. Mais modèles, alors il est où? J'avais mis où le SWAT? Bon, c'est pas grave, on va le mettre par là. Mes modèles sont ici. C'est le même skeletal mesh. J'avais laissé tourner, c'est pour ça qu'il était un petit peu long. Oui, j'ai le même mesh, c'est le même personnage, qui il a le même squelette et il peut jouer plusieurs animations. Hop, différentes. Et ça, c'est vraiment pratique. Et après, par exemple, là, si j'étais dans mon blueprint comme tout à l'heure, on va essayer de remplacer. Alors, il faudrait. Alors, comment dire? Pour le remplacer complètement, il me faudrait aussi une anime de marche et une anime de. Bon, vous savez quoi? On va les télécharger. Hein. On va les télécharger. Il me faut un walk pour aller jusqu'au bout. Donc là, on va prendre le walking. Alors, peut-être vers l'avant, c'est mieux que vers l'arrière. Là, il a l'air quand même pas en forme, hein, comme ça. Hein. Il a pas l'air en forme, hein, le bougre. Euh, voilà, ah, celle-là est parfaite. Celle-là est vraiment parfaite. J'hésite vraiment à l'utiliser. Non, allez, je vais faire ça correctement. Je vais prendre une vraie marche. Voilà, une vraie marche. Elle a l'air un peu rapide, mais là, il a l'air sûr de lui. Je vais prendre ça. Hop. C'est important le choix des animations. C'est ce qui va refléter la qualité de la scène. Bon, bah après, bien sûr, rien de mieux que de créer soi-même ses animations. Hein. On va prendre un petit run aussi. Celui-là, il a l'air vraiment très énervé. J'aime bien. Il court bien là. Hop, download. Il y a un running avec un backflip, un front flip, pardon. Ça a l'air super aussi. Là, il run sur le côté là. Voilà, on peut les faire courir comme ça aussi. Ils auront l'air vraiment effrayants. Les... Contre un mur peut-être. En fait, ce que je vais faire, c'est que après, je vais ouvrir mon blueprint qu'on a créé tout à l'heure. Donc notre petit blueprint, hop, on l'avait rangé pas du tout ici, on l'avait mis là. Je vais le dupliquer, vous savez quoi, comme ça on le perd pas. On va faire le SWAT caractère. Alors, notre petit mesh, eh bien, il faut venir. Sur un écran, c'est un peu compliqué. C'est toujours agréable d'avoir plusieurs écrans quand on est sur Unreal parce que souvent il y a 40 000 tableaux à gérer. On met notre modèle de SWAT. Par défaut, je vais choisir cet idle là à jouer. Si on regarde, du coup, dans le viewport, il est tranquillou. Il est là.
Et ensuite dans notre anime graph, bah, on a toujours le mesh, et c'est juste que là il faut remplacer les animations, donc ben, les animations, hein, play animation. Alors maintenant des idols il y en a plusieurs, donc ce qu'on va faire c'est que ici on va mettre un switch, un int, hop, ça aide un peu à utiliser les nodes qu'on a utilisé, enfin qu'on a commencé à voir dans le cours, hein. Donc je connecte mon switch, si admettons j'ai 3 animations d'idle, eh bien je peux avoir, hop, 1, 2, 3 choix. Chaque choix emmène vers le délai. Et donc 0, 1 et 2. Hop. Sélection, on a dit qu'il nous faut un random integer in range. On choisit entre 0 et 2. Il faut une cible, donc on va toujours mettre le mesh en cible. Et là, il faut qu'on mette pardon, 3 animations différentes. Donc là, elles s'appellent, elles ont des noms, hein, j'aurais pu donner un nom à chaque fois qui commence. Ce qui serait bien de faire là, c'est que chaque animation commence par le nom SWAT underscore. Ce serait vraiment le plus pratique, je pense. Je vais essayer de le. Attendez, hop, je le tente. Je le tente. On va rajouter SWAT underscore. Ah, ça marche. SWAT underscore. SWAT. Allez, encore plus. SWAT underscore et SWAT underscore. On retourne dans le blueprint. On commence à s'habituer à la petite mécanique. On retourne dans le blueprint. Ici, on charge SWAT. On en a 4 en fait. SWAT idle 1. C'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir la bonne nomenclature. On va s'en mettre un quatrième. Mince. On va s'en mettre un quatrième. Ici. Voilà. Add pin. Donc on va de 0 à 3. Toutes les animations loop et toutes les animations mènent vers le delay. Ah, j'ai pas mis de target. Et oui, mal fait le boulot. On est pas mal. Alors, est-ce qu'il a fini de télécharger? Oui. Hop, on va les prendre. On a running et walking. Hop. On les prend les deux, on les copie. On les colle dans notre projet Unreal. On les intègre. Alors normalement, ayant fait du coup là avec vous un certain nombre de fois la mécanique, ça devrait fonctionner à peu près chez tout le monde. On importe, on se souvient que, alors à chaque fois on a une icône différente, c'est ça qui est vraiment beau. On va mettre l'idle, on va pas importer le mesh, on importe. On fait la même chose. On met le bon squelette, on enlève le mesh et on importe. On va les renommer SWAT et SWAT. Donc, SWAT walking et SWAT running. Et même combat, hein, donc ici on vient. Alors ça c'est le walking, on va mettre SWAT walking. Et ici on va mettre SWAT running. Il faut bien faire gaffe parce que vous vous souvenez ici on chargeait des animations d'attente et tout. Donc on va les remplacer. Alors il faudrait que je fasse le même système avec le même switch, etc. que tout à l'heure. Encore une fois, c'est pas le plus optimisé, hein. Il y a des meilleures manières de faire, mais celle-là, elle mérite d'être simple. Il faudrait que je refasse le même genre de système avec les switches ici. Mais bon, écoutez, c'est pour les besoins de l'exercice, je pense que vous avez compris que je vais vous laisser compléter par vous-même. Hop, on va juste tester si ça marche. Alors ça c'est running. Standing, voilà. Normalement, toutes les animations ont été remplacées. Je vais leur augmenter leur chance d'aller vers le idle. Ici. Et on fait compile, save, et on est parti, on essaye.
On croise là pour que ça marche. On en met quelques-uns. Hop là. Bon, ça marche un peu bien, ils courent très vite. Ils ont l'air très énervés. Et voilà, vous avez un perso qui est intégré, qui est customisé. Donc bien penser quand vous avez des choses comme ça à faire, bien penser si vous animez vous-même votre personnage à faire des boucles. Alors vous voyez que là par rapport à l'animation et au personnage, des fois on a l'impression qu'il glisse un petit peu. Il faut probablement que j'adapte un petit peu la vitesse. Peut-être que en fait il marche un peu moins vite pour que ce soit un peu qu'on ait voilà moins la sensation de glissement qui peut être un peu compliqué. Mais ça bah, c'est du micro ajustement. Après je vous invite justement à voir si vous avez bien tout compris en rentrant dans le blueprint et en appliquant. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je suis là. Vous dites-moi là dans le chat si vous avez quelques questions qu'on puisse y répondre ensemble.